Je vais vous dire quelques mots, je vais pas être trop longue parce que j'aurais voulu absolument solliciter un petit peu, partager avec vous les questionnements éthiques justement que nous avons eus lorsque nous avons créé ce service. Un service qui a été créé à l'initiative de Michel Poncé, qui m'en a confié la responsabilité, je l'en remercie. Un service qui, j'espère, parce que quand j'ai entendu Nicole Baucher parler de son devoir de loyauté, un service qui ne vient pas s'immiscer dans tout ce que vous dites, mais qui, tout au long de votre vie, j'espère en tout cas, peut vous aider, vous apporter quelques éclairages et vous-même, puisque vous êtes famille avant d'être aidant, tout l'éclairage que vous pouvez nous apporter. Alors, c'est un service qui s'adresse particulièrement à une ou plusieurs personnes. Alors, c'est vrai que c'est souvent une personne, mais une ou plusieurs personnes d'une même et unique cellule familiale, quelle que soit sa position dans la cellule familiale. Alors, dans la mesure juste où elle vit le quotidien, et j'ai envie de dire le quotidien, on en a beaucoup parlé ce matin, le quotidien, mais aussi son intimité, quelques heures par semaine, par mois, ou 24 heures sur 24 quand on est un époux et qu'on vit avec sa femme, ou une épouse lorsqu'on vit avec son mari. Donc, lorsqu'il vit dans cette intimité d'une maladie qui a beaucoup de conséquences, et vous les connaissez tous mieux que moi, ces conséquences, mais qui a, j'ai envie de dire, a pour conséquence quand même un changement dans la vie relationnelle. Dans la vie relationnelle de la famille, de l'époux, de l'épouse, de la fille avec son malade, mais aussi la relation dans la société, dans la relation sociale en général. Et on parlera après moi de ces solitudes cumulées, solitude de l'aidant, solitude du malade, solitude des professionnels. C'est bien que cette maladie a des conséquences sur la relation. Donc, nous avons voulu, nous, avec cette consultation famille, ce qu'on a appelé la consultation famille, proposer à une famille unique. Et j'insiste encore sur ce mot, excusez-moi d'être lourde, mais parce que tout le long de cette consultation, elle va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie, on essaye de sortir des généralités, il en faut des généralités, je ne suis pas contre les généralités, sortir de ces généralités pour aller dans le singulier. Parce que je crois que on a besoin aussi, enfin je crois, hein, encore une fois les réponses vous les donnerez peut-être, de prendre un peu de recul pour aller dans le singulier, parce que vous en avez pris avec une grande intelligence, avec beaucoup d'humanité, etc. Mais je crois que dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, on n'a pas toujours la possibilité de prendre du recul. Alors, donc à cette famille unique, c'est vrai que c'est moi qui passe les diapos, alors hop. À cette famille unique, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose un espace de parole. Alors bon, on en rediscutera, dans l'intimité d'une consultation. Alors, toute la singularité est là. Alors, la personne, les personnes viennent évoquer, viennent parler d'un vécu très personnel, très singulier, très propre, de la vie de tous les jours. Alors, la vie de tous les jours, c'est notre vie à tous, hein, ça n'a absolument pas de côté péjoratif. De la vie de tous les jours avec celui qui est malade, quel que soit son stade, de sa façon de le voir, de sa façon de voir ses comportements, hein, avec son expérience. Il y a quelqu'un qui en parlait, je ne sais plus, je crois que c'était hier, qui en parlait hier après-midi, l'expérience de celui qui vit. Hein. Il n'est pas savant, mais il vit des choses qui nous apportent beaucoup. Donc, comment il voit le malade, comment il ressent les choses. Et dans cet espace de parole, tout peut être dit, tout peut être entendu. Qu'on soit dans le politiquement ou éthiquement correct ou éventuellement incorrect. Tout peut être entendu. Donc, c'est leur donner cette possibilité-là. Alors, l'objectif, il y en a beaucoup, mais j'ai envie de m'arrêter sur celui-ci, c'est d'aider l'autre à donner un sens. Parce que le sujet de notre table ronde, c'était donner vie à un quotidien. Donc, l'autre qui donne vie à un quotidien. Comment donner vie à un quotidien si ce quotidien n'a pas de sens? Donc voilà, c'est tout l'objectif de cette consultation. Donner un sens à la vie actuelle, d'une part, aux difficultés de la vie actuelle. Alors comment? Alors, ce sens, c'est pas le consultant. Alors en l'occurrence, je parle de moi, comme Mathieu Seck a dit ce matin, je parle de mon expérience à moi et comment je vois les choses. C'est pas moi qui vais le donner, mais je vais le trouver avec l'autre. Enfin, c'est le but en fait. Hein.
Donc, comment je l'aide? Je l'aide avec des connaissances des processus pathologiques, c'est vrai, je suis médecin, je connais un petit peu. Je l'aide avec la connaissance de la prise en charge, comment on fait un diagnostic, qu'est-ce qu'on peut donner comme possibilité dans la prise en charge au quotidien. J'essaye de l'aider aussi en le guidant sur l'analyse contextuelle. On parle beaucoup des troubles du comportement, de ce qu'on appelle les troubles du comportement. Mais donc on essaye de voir ensemble, d'accord, il se passe ça, dans quel contexte? Et je vous donnerai un exemple, petit exemple qui m'a beaucoup... qui est parlant en fait. Donc analyse de contexte, puis aussi avec ces éléments d'histoire que vont nous donner les familles, un membre ou plusieurs membres de la famille, des petits. Il n'y a absolument pas d'obligation à raconter quoi que ce soit, mais comme ça, des éléments de l'histoire de l'épouse, de celui qui est malade, et de la vie de couple ou de la vie de famille. Alors, l'exemple que je voulais vous donner, c'est une dame, une épouse qui vient avec sa fille consulter, parce que la vie quotidienne devient un petit peu impossible. Le mari est malade d'Alzheimer depuis quelques années, il ne posait pas trop de problèmes jusqu'à présent, mais aujourd'hui, il a un comportement qui change, il est très agressif, il développe ce qu'ils appellent un délire de jalousie. Le médecin l'a confirmé, ce délire de jalousie qui provoque une agressivité très ciblée sur cette épouse. Et donc on parle un petit peu de tout ça, et la fille assez révoltée, parce qu'à chaque fois qu'il se passait des choses comme ça, l'époux allait chez sa fille, et il restait 1 ou 2 jours en disant « ta mère me trompe », etc. etc. Donc on entend ça, la fille me dit « il faut absolument qu'il soit en accueil de jour, il faut faire quelque chose, c'est plus possible, ma mère n'en peut plus ». La maman n'en parlait pas trop. Puis on continue à parler des aides possibles. Et au bout d'un moment, la dame dit « est-ce que ma fille peut sortir 2 minutes ?» Je dis « oui, bien sûr », la fille accepte de sortir. Et elle me dit « alors ça fait un petit moment qu'elle se taisait, je crois que je sais. » Alors je dis « dites-moi ». J'ai l'impression qu'à chaque fois, il est en demande d'une relation sensuelle, sexuelle peut-être, que j'ignore. Et c'est vrai qu'après, j'ignore ou je refuse. Et après, j'ai 2 jours, 3 jours d'agressivité et de comportement comme ça qu'il n'y avait jamais eu avant. Donc elle me dit, donc elle a trouvé le sens à ce comportement. Donc après, on a discuté un petit peu de ce qu'on pouvait faire, de comment on pouvait... Voilà, c'est très personnel. Hein. Donc après, ça aboutit sur des attitudes de comportement, et sans neuroleptique, sans accueil de jour encore, puisqu'elle n'était pas désireuse de l'accueil de jour. C'était peut-être trop tôt, en tout cas, ce n'était pas pour elle. Donc voilà, c'est tous des événements comme ça qui sortent de la famille, que je fais sortir en tout cas, de ces personnes. Alors, trouver un sens aussi à la vie, lorsque petit à petit, on va faire venir les aides extérieures, les fameux professionnels, les aidants professionnels, parce que ceux-là, ils viennent. On sait bien qu'ils vont perturber la vie du malade, intime, mais perturbent aussi l'intimité de l'époux ou de la fille. Et ça, il faut y trouver un sens. C'est pas évident de le trouver. Hein, c'est cet infirmier qui vient toucher le corps de ma femme tous les matins, la laver. Cette aide à domicile qui vient dans mon foyer, couvre mes placards, qui fait le ménage à ma place, qui l'embrasse le matin et il a l'air d'être encore plus sympathique et gentil avec elle qu'avec moi, son épouse. Trouver un sens aussi à cet accueil de jour, parce que souvent c'est « ok, qu'est-ce que je vais faire moi pendant ce temps-là » Donc c'est ça, donner du sens aussi. Et donner du sens, je crois, quand les gens vont rentrer en maison de retraite. Donc voilà, le sens. Alors, vous dire, là je serai rapide, c'est que cette consultation, elle n'a pas de protocole. C'est la grande liberté. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de grille, on ne mesure pas le fardeau de l'aidant. Alors c'est vrai que vous allez me dire, alors, du coup, vous avez beaucoup de difficultés à évaluer les résultats de cette consultation, et c'est vrai, hein, mais c'est, voilà, tout sort comme ça, il n'y a pas de guide du parfait aidant. Hein. Celui qui vient consulter guide le consultant. Au fur et à mesure, on avance, et quand les gens arrivent et disent « je ne sais pas trop par quoi commencer », racontez-moi une journée, 2 journées, une semaine, typique. Et au fur et à mesure, des difficultés viennent
se concevoir. Alors, les besoins ne sont absolument pas préconçus, donc là encore, il y a des endroits... Enfin, il faut que ça existe, mais le lieu de cette consultation famille, c'est pas donner la liste de tout ce qu'il faut faire à chaque stade de la maladie. Mettre en place ça, enlever le gaz, non. Au fur et à mesure des échanges, la famille, le membre de la famille ou les membres de la famille prennent conscience de leurs ressources, de leurs besoins, et elles formulent la demande. C'est pas nous, en tant que service aidant, qui formulons, nous, les demandes et les besoins. Donc, la demande est formulée. Alors, c'est vrai qu'elle est formulée par la famille. Et on essaye de faire en sorte que les besoins, les services à mettre en place s'adaptent à toutes ces situations. Le bien faire ou mal faire n'est pas un concept. Alors, c'est peut-être mal dit, mais ce n'est pas le lieu où on vient entendre une dictée avec les 10 choses qu'il ne faut faire et les 10 choses qu'il ne faut pas faire. On ne vient pas chercher un permis de se conduire. Je sais qu'il y a des livrets qui s'appellent comme ça, et encore une fois, il faut des généralités, mais on ne vient pas chercher la consultation famille, le permis de se conduire. On sera toujours dans le « est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Vous savez si vous avez le droit de faire ça. Comment vous faites? Je fais comme ça, comment ça se passe? Très mal. Donc, changez votre comportement peut-être, essayez, la relation changera. Hein, c'est absolument pas dicté. Est-ce que, j'entendais ce matin, est-ce qu'il faut que je le fasse rester dans ma réalité? Comment vous faites? Ben, j'essaye de le remettre dans ma réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se passe très mal. Il est agressif, il m'engueule, etc., etc. Donc, essayez de faire autrement. Ou le contraire. Alors moi, je rentre dans sa réalité, mais il n'est pas spécialement bien. Et ça marche quand je lui dis non, regarde. Comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah oui, d'accord, tu as raison. Donc, c'est un comportement qui s'adapte au fur et à mesure. Et surtout, c'est la famille qui comprend qu'il faut qu'elle adapte son comportement. Alors, j'ai presque terminé. Et c'est ça que je voulais discuter avec vous. C'est une forme d'aide qui fait débat déjà chez nous, dans notre propre conseil d'administration depuis quelques années, et qui est remis sur le tapis régulièrement. Pourquoi vous appelez ça une consultation? Ben, on appelle ça une consultation pour faire un parallèle avec la consultation mémoire, où on reçoit le malade, on entend le quotidien du malade, on lui donne la parole, mais on n'a pas toujours la possibilité, ben, je pense, de donner la parole à celui qui vit avec. Donc une consultation pour faire un parallèle avec cette consultation mémoire. Et puis parce que, je reprends cette expression à Michel Poncet, parce que la famille, quand même, elle est, ou peut-être sera malade de celui qui de la maladie de celui qui est en face d'elle. Malade de son malade, c'est comme ça que vous dites. Donc c'est aussi des malades. Et c'est pour ça qu'on appelle ça consultation. Pourquoi on appelle ça consultation famille et pas aidant? On l'a enlevé aidant. Avant, ça s'appelait consultation famille aidant. Aujourd'hui, c'est consultation famille. Ben, je crois que ça se discutera et vous le discuterez. Il ne faut pas que les familles, à mon avis, et j'ai la prétention quand même aussi de porter la parole de ce que j'entends depuis quelques années en consultation famille. Il ne faut pas qu'elles s'enferment dans ce rôle d'aidant, de malade. Il faut qu'elles en sortent. Il faut qu'une femme puisse rester épouse, puisse rester fille, puisse rester sœur, et puisse rester mère, parce qu'il y a aussi des mères de malades. Il faut que cette position, en tout cas si elle le désire, elle puisse la garder et qu'elle ne s'enferme pas dans l'aide. Alors, grand débat aussi chez nous. Pourquoi en l'absence du malade? Alors, ben, c'est un choix qui a été fait. Hein, par rapport à la loyauté, je sais que ça fait poser question, mais c'est vrai que cet espace, c'est pour la famille seule. Et pour éviter que la personne malade entende des choses peut-être qui vont la blesser, qu'elle va le mal interpréter, qui vont l'angoisser, c'est vrai qu'on réserve cet espace de temps à une famille sans son malade. Et les quelques fois où le malade était présent, ça n'a jamais été... ça a toujours été un petit peu compliqué. Hein, quelqu'un qui vienne, qui ait le droit de dire « j'ai plus envie de l'aider, j'ai plus envie, je l'aime plus, il est devenu quelque chose que je n'aime pas ». Et ça, on doit pouvoir permettre
de donner ce lieu où les gens viennent craquer. Je suis fatiguée, j'en peux plus, etc., etc. Et peut-être que le malade, ben en tout cas, nous, on lui permet pas d'entendre ça. Alors ça se discute, mais c'est vrai que c'est le choix que nous avons fait. Puis après, alors, et là je terminerai là-dessus, pourquoi par médecin? Parce qu'après tout, consultation famille, telle que je vous l'ai décrit, un autre professionnel de santé pourrait l'assurer. Alors, on a voulu un médecin par rapport à ce côté malade, par rapport à ce côté consultation, un médecin qui connaisse les processus pathologiques, qui connaisse la maladie, un médecin qui connaisse un peu le malade, en général, pas la maladie. Parce que connaître la maladie, connaître les malades, c'est pas pareil. Des médecins qui ont vu vivre les malades. Un médecin, pourquoi aussi? Un médecin parce qu'ils connaissent un petit peu le dispositif aussi qui est mis en place sur un territoire. C'est-à-dire que le lieu de la consultation, il a un temps donné comme ça. Il ne remplace en aucun cas les autres formes d'aide, quelles qu'elles soient, les groupes de parole, les formations, etc. Ça ne remplace rien du tout. C'est proposé à un instant donné. Si la famille le veut, jamais elle est convoquée. C'est proposé et un jour, elle prend rendez-vous. Et je crois que voilà, c'est proposé et c'est pour pouvoir orienter en fonction des besoins et des demandes qui seront faites sur des lieux qui vont correspondre effectivement à ce que demande la famille. Voilà. Je vous remercie.